Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de François et Thomas. Comment allez-vous? Bonjour Nicolas. Oui, très bien. Parfait. Thomas, c'est ta première présence, donc est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Thomas Raffino-Maréchal. La trentaine, on va dire, pour pas dire 40 bientôt. Et je suis cofondateur avec François et d'autres de Defense. Et ravi d'être là avec vous pour échanger sur ce sujet. Oui, tout à fait. C'est un sujet particulièrement sensible qu'on va aborder aujourd'hui. François et moi, on s'était déjà chez quelques épisodes dans des moments plus heureux. Maintenant, c'est un peu moins. La compagnie a dû fermer ses portes il y a quelques temps déjà. C'est un événement qui est malheureux, qui est humainement difficile. Je vous aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est complexe, c'est des émotions, mais il y a des choses à apprendre de tout ça. Il y a un paquet de choses à partager, donc je vous laisse la main pour en discuter. Effectivement, ça a fermé malheureusement après 4 belles années en août, là. Ça a été effectif en août de 2025. Et donc on a passé quelques mois, tu vois, à essayer de se reposer, de se remémorer. Et une fois qu'on est un peu plus au calme et au clair avec nos idées, hein, tu me diras François, mais de pouvoir échanger sur le sujet de manière plus sereine. Il y a un point qui est très vrai, hein, Nicolas, sur le fait que c'est un événement difficile parce que clairement on le vit pas tous de la même façon et il y a beaucoup de choses tout ce qui va être émotionnel ou même ressenti qui pour moi sont arrivés beaucoup plus tard. C'est-à-dire que en fait tant qu'on est dans les tumultes, on est à la barre et puis on tient le cap. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut beaucoup de temps, même après, pour essayer de refaire le point, hein, aussi. Ça c'est un point, c'est quelque chose d'important. Essayer de comprendre. C'est pas qu'on aime faire des erreurs, mais en tout cas, si elles sont faites, autant essayer d'en apprendre quelque chose. Et tu sais, François, c'est à l'image de ce que tu disais aussi au moment de la start-up, c'est par rapport à l'engagement de chacun, j'imagine. Notre engagement était total, quel qu'il soit, familial, financier. On a donné tout ce qu'on avait, donc forcément, ça nous impacte plus que des gens qui ont donné parce que c'était leur travail, et c'est bien aussi comme ça. Nous, c'était un tout. Donc forcément, quand ça se termine, on se rend compte de, à l'image d'une relation ou d'un décès, du manque une fois que la personne est partie ou une fois que le projet est terminé, il y a un vide, quoi. Voilà pour les joyeusetés. Comment on commence quand même on est serein dans cette discussion-là. Est-ce que vous pouvez relater qu'est-ce qui a amené justement à ce déclin-là et jusqu'à ce que vous deviez mettre la clé pour la fermeture de la compagnie? Une suite d'erreurs, déjà. Ouais, je pense une suite d'erreurs. Il y a aussi un excès de confiance, je pense aussi par rapport à l'écosystème qui peut nous entourer par certains moments où tu vois, on se dit on a eu quand même la chance de faire une levée de fonds. C'était la première, donc forcément on a idéalisé aussi pas mal de choses sur le rôle, sur l'accompagnement de ces structures, et finalement chacune prend ce rôle un peu différemment, et par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu il y a pas de formation là-dessus, c'est-à-dire qu'on découvre, et on découvre avec qui aussi on travaille, et il y a quelque chose qui était assez compliqué à gérer, c'est finalement quand on structure un comité stratégique ou un comité directeur pour essayer d'avoir des opinions externes pour structurer, pour donner finalement de la vision, on a besoin d'une direction, et que cette direction elle soit à peu près stable, et avoir finalement des
en tant que fondateur, c'est assez compliqué de tenir la barre quand on a des vents qui soufflent à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis peut-être même en vent contraire. Donc c'est voilà, ça, c'est l'une des plus grosses difficultés qui fait que ben ouais, on finit par perdre de l'énergie. Cette énergie, ben, elle étant au niveau humain, hein, toutes les équipes qui ont pu travailler. Mais cette énergie, c'est aussi du cash. Hein, à un moment donné, faut pas se leurrer. Donc ouais, c'est je pense que une vision bien portée vaut vaut beaucoup. Et en ce sens, par là, parce que je connais moins bien l'écosystème français sur des startups, ce qu'il y en est. Donc, vous aviez les rounds de financement qui vous ont donné un certain accompagnement également. De cet accompagnement-là, il y a eu des rêves un peu brisés parce qu'il y avait des attentes finalement ou des perceptions qui étaient inexactes par rapport à ce que c'était. Et ça a ajouté, dans ce que j'en comprends, de la confusion dans vos têtes respectives sur le fait de diriger cette startup. Ouais, et puis enfin, nous, ce qu'on a découvert, ce que j'ai découvert, c'est que bon, on, on est sur le même bateau, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, et ça, en fait, nous, on l'a découvert un peu sur le tard. Hein, on n'a pas les mêmes objectifs. Du coup, les contraintes sont pas les mêmes. Après, nous, ce qu'on a vu aussi, c'est on a eu la chance d'avoir un fonds early stage. Dans ma conception, c'est quand même, enfin, on était 3 cofondateurs, donc on était alignés là-dessus. Hein. L'idée, c'était d'avoir un fonds early stage qui nous accompagne et qui partage une vision. Sauf que tous les fonds ne sont pas dans cette optique-là et ont parfois juste une vision comptable. Et quand on fait de la deep tech, puisque finalement c'est ça qu'on faisait, hein, on fait de la deep tech, on fait des investissements massifs en R&D pour pouvoir les porter à un moment donné sur le marché, avec, on l'espère, un marché à beaucoup. En fait, on est sur des horizons qui sont un peu plus longs que juste, bah tiens, on fait un copycat de telle entreprise et puis ok, le modèle, on sait qu'il fonctionne et puis on va pouvoir dérouler. Et là-dessus, c'était assez marquant justement de voir que cette vision comptable, bah, en fait, elle vient plomber, hein, tout simplement parce que on peut pas être au four et au moulin, même si on le fait, hein, en termes de start-up, on est tout le temps au four et au moulin, mais en tout cas, la stratégie ou l'ambition peut pas être à 2 endroits en même temps. On peut pas et faire de la vision à long terme ou en tout cas de la croissance et de l'hyper rentabilité. Quoi. Ce conflit-là ou dans le fond, ce conflit-là entre les visions, comment il a été résolu ou vous a nué ou à quel point vous avez été capable de naviguer à travers cette contradiction-là que vous avez dû vivre, passer à travers? Bah, il n'a pas été résolu déjà, sinon on serait pas là à discuter de de l'échec. Et pour moduler aussi un peu, enfin, en plus des propos que François tient, et je suis complètement d'accord avec lui sur la divergence de vision, sur le fait que nous on avait un cap et on essayait de s'y tenir malgré la houle. On a été, faut quand même remettre en place le fait qu'on a un écosystème, pas en France, mais en tout cas en Bretagne et sur Rennes, enfin la Bretagne, qui est extrêmement bienveillant et qui nous ont ouvert aussi énormément de portes, de possibilités. Et c'est grâce à eux qu'on a pu arriver jusqu'à à la levée de fonds. Si jamais je retrace tout ça, c'est ils nous ont aidés à construire ce bateau qui après a subi vents et marées, mais enfin voilà, on a aussi cette chance-là à Rennes et en Bretagne d'avoir pu être accompagné. Après, cette chance, elle a été aussi était en lien avec une malédiction entre guillemets, avec le côté où effectivement on nous demande du rendement et en même temps on nous dit on croit en vous parce que vous êtes deep tech et
il y a un discours qui tient pas avec les investissements de départ. On est perdu, on croit qu'on peut investir plus dans l'entreprise, mais en fin de compte, il fallait peut-être plus prendre son temps. Et enfin voilà, ça a été un mix de beaucoup d'émotions et de beaucoup de choses. Et François, on te voit plus. Une petite seconde, il y a Il un excès de était luminosité. sur la grande lumière, tu vois, tes paroles l'ont clairement très transcendé. Là, il est en train de devenir lumière dans ce qui se passe. Oui, mais non, mais voilà, pour l'accompagnement, il y a quand même ça aussi. Il faut remettre l'église au centre du village. Sans eux et sans la chance qu'on a pu avoir et les accompagnements, on n'aurait pas fait 1/10 de ce qu'on a fait. Je pense. Ah non, puis l'objectif n'est pas là, c'était de voir le chemin parce que d'autres personnes vont passer par un chemin similaire au nôtre. C'est un peu une espèce de partage d'expérience pour que ces perceptions-là, parce que ça revient toujours à ça, soient mises à la bonne place. Et effectivement, vous avez un superbe en Bretagne là, pour y aller depuis plusieurs années puis côtoyer les startups. L'écosystème, il est sublime, il est même plus intéressant qu'ailleurs en France, d'ailleurs, pour ce que j'ai pu percevoir. Parce qu'il est beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus comme ça, mais de l'autre côté, comme vous l'avez malheureusement vécu, c'est comme une sirène aussi qui donne peut-être pas nécessairement le message que vous aviez besoin pour vous aligner à l'endroit que vous aviez pour la suite. Là, après que le bateau est monté, il faut le naviguer. C'est peut-être là où c'est peut-être plus difficile. Ce que dit Thomas, c'est très vrai. Et ça, c'est une des surprises découvertes pendant les tumultes où finalement, juste avant la fin d'activité, on a échangé avec beaucoup de gens et on a été assez surpris de voir le nombre de personnes qui répondent présents, ne serait-ce que pour discuter, échanger, partager d'autres expériences. Hein, et c'est là où on s'aperçoit, on n'est pas les seuls, c'est des choses qui arrivent, que chaque expérience aussi sont différentes, et avoir ces petits retours, ces petites attentions, c'était des appels, des petits rendez-vous, des choses comme ça où les gens ils montrent, et c'est d'autant plus vrai dans notre écosystème en Bretagne où les gens sont très attachés. Il y a une vraie proximité avec tous les acteurs, et ça c'était assez agréable à voir. Mais de cette proximité-là, c'est pour revenir à l'état dans lequel les choses se sont terminées. Comment ça vous a accompagné ces différentes rencontres-là qui vous ont permis de peut-être évacuer un peu d'eau du bateau pour le tenir à flot jusqu'à la fin? Alors pas forcément évacuer l'eau, mais je pense que dans cette malchance ou dans cet échec, c'était un bel échec dans le sens où on n'a pas eu de difficultés majeures. Enfin, on n'a pas eu de soucis ni personnels, ni il y a aucune entre guillemets aucune répercussion, aucun impact autre que ce qu'on a pu investir en temps, en argent, et pour lesquels on sait, hein, on a signé. Au final, le fait que toute la procédure pour que ça se termine se passe bien, c'est déjà beaucoup. Je pense que c'est encore plus dur si en tant qu'entrepreneur, en plus de voir la boîte s'arrêter, on doit en plus essuyer des procédures ou des attaques qui peuvent être aussi personnelles. Enfin, voilà. Donc c'est par rapport à ça, on a eu de la chance par rapport à ça. Parce qu'on se l'est créé aussi, hein, François. Enfin, je veux pas. Bien sûr. Il faut aussi pouvoir se féliciter des choix qu'on a pu faire malgré les conseils. La chance dont je parle, effectivement, c'est celle qu'on prépare, comme le dit Thomas, et c'est Non, mais enfin, il y a des trucs où on a merdé, on n'a pas été bon. Exemple, le commerce. On n'était pas bon là-dedans. On a essayé de faire comme on pouvait, de s'accompagner, d'avoir des choses un peu plus définies. C'était pas forcément parfait. On a essayé d'autres choses. Sauf que on nous a pas forcément non plus laissé la possibilité d'essayer d'autres choses. Enfin, tout ça fait qu'on a fait pas mal d'erreurs sur cette partie-là, je trouve, malgré les gens ultra compétents et bienveillants qui nous ont accompagnés, parce qu'on a aussi été accompagnés et merci à eux.
et elle. Mais d'un autre côté, ce qu'on a fait bien, c'est faire en sorte que tout le monde puisse sortir de cette aventure. Le bateau a coulé certes, mais tout le monde avait un radeau, quoi. Si jamais je continue sur sur ces images-là, dans le sens où, enfin voilà quoi, on a essayé de faire les choses bien, du mieux possible, et c'est là où l'échec entre guillemets effectivement on a raté, mais on a raté aussi bien. Je sais pas si ça C'est se dit comme ça, c'est mais une drôle de façon d'énoncer les choses, de rater bien. Mais est-ce que tu bah, pourrais justement aller un peu plus loin sur cette façon de rater bien? Puis c'est t'en parler un disons que peu? quand on engage des gens, on a des vies et des âmes dont on est responsable. Déjà, et c'est pas parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on fait des erreurs que c'est à eux de subir nos erreurs, en fait. Et je pense qu'on a eu une équipe qui était au top. On a fait des très bons recrutements et on a toujours été entourés et accompagnés, et on a été transparent aussi avec eux sur les difficultés. Ils ont toujours compris globalement. Donc c'est pas à eux de payer nos erreurs. Donc on a essayé de faire en sorte aussi que tout le monde puisse partir de l'entreprise de la meilleure façon possible, sans mettre tout le monde du jour au lendemain à la rue en disant t'as des enfants, t'as un prêt à payer, je m'en fous, next quoi. Non, on a essayé de faire ça avec nos valeurs, avec notre cœur, et faire en sorte que on le fasse bien, tu vois. Donc on a raté, certes, on a fait des erreurs, on a échoué, mais on a fait en sorte que ce soit le moins préjudiciable possible pour les gens qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Ça, c'est très beau parce que ça l'arrive peu souvent d'ailleurs que ces fermetures-là se fassent dans le respect de tous tes collaborateurs qui ont participé. Là. Moi, je Après, vois plus ce faudrait qui se avoir passe. leur point de vue à eux, mais Oui, mais dans la mesure où il y a quand même ça, parce que ce que je vois des fermetures des startups aux États-Unis, c'est beaucoup plus brutal. C'est du jour au lendemain, plus rien fonctionne. Puis du jour au lendemain, les gens n'ont plus rien sans aucune ouais. information en avance de phase pour leur permettre d'agir de façon correcte, humaine par rapport à la situation dans laquelle ils s'en viennent, parce qu'au final, on est tous des humains dans tout ça. Là. Mm. Et tu mentionnes des erreurs commerciales et des incapacités. Qu'est-ce que ça ressemble des erreurs commerciales dans le cas où vous avez vécu? Pas réussir à vendre, pas Ah, réussir à c'est assez important, mais Non. au-delà du fait qu'est-ce qui a empêché la vente, parce profond, que oui. c'est plus ça qui est arrivé. Là. Aujourd'hui, alors c'est un retour d'expérience qui est plutôt spécifique à notre marché. Hein. On est sur un marché français qui est aussi très régulé. On a découvert un peu par l'expérience, hein, en le faisant, en s'y confrontant que une fois que c'est régulé, c'est difficile de changer les choses. Donc quand on a des qualifications, des certifications qui sont acquises et qui sont un vrai investissement, hein, pour les entreprises, ça leur coûte des centaines de milliers d'euros, ne serait-ce que pour avoir ces certifications, sans compter le renouvellement, tout ça. Ben, il est ensuite très difficile de pouvoir les faire changer avec de l'innovation ou des choses. Et ça, c'est on va dire une difficulté du marché qui n'avait pas été identifiée auparavant. Donc voilà, c'est des choses, on, on avait remonté ces sujets, d'où notre volonté, nous, d'aller expérimenter aussi et d'aller tester assez rapidement sur d'autres marchés qui sont peut-être un peu moins régulés, moins confrontés. On, voilà. Cette décision, on l'a soumise au board pour avoir un retour. En fait, mais c'est peut-être un contre-effet national, hein, mais c'est de percer dans le marché domestique, même si celui-ci finalement il est très résistant ou même imperméable. Quoi. Donc effectivement, après, on peut mettre tous les moyens qu'on veut. Si ce marché il est frisé par rapport à ces régulations, derrière, c'est très compliqué commercialement de pouvoir les adresser. Et puis François, hein, je pense que on est d'accord là-dessus, et on le savait dès le début, et si jamais il fallait le refaire, on le referait de cette façon.
il aurait fallu qu'on prouve par le service que notre software il envoyait du pâté, quoi. C'était parce que on avait un logiciel qui était ultra performant, on pouvait adresser un service beaucoup moins cher, beaucoup plus performant, en onboardant des juniors. Et ça, c'est ce qu'on aurait dû faire, je pense, dès le début. Alors, on n'aurait pas fait de levée parce que ça aurait été une croissance, on va dire, assez classique parce que les sociétés de services, ça se valorise pas comme les sociétés de logiciels, ce qui est logique. Mais je pense que si jamais on devait le refaire, tu me dis, hein, François, si je me trompe, mais faire ça comme ça et du coup montrer par une forme d'exemplarité ou enfin montrer par notre différenciateur et notre logiciel que il y a vraiment de la qualité derrière, quoi. Alors que là, arriver avec voir des grosses entreprises qui voient 15 startups par jour en disant oui mais nous on est différents, on fait vraiment ça. Là, c'était peut-être pas forcément la bonne attitude, peut-être qu'on a amené ça pas forcément de la bonne façon et c'est là où un cumul d'erreurs en fait ou de naïveté et de manque d'expérience en tant qu'entrepreneur a fait qu'on s'est retrouvé dans une impasse. Et la balle est lancée à François. Qu'est-ce que tu en penses justement de ces éléments-là? Je te vois non réagir, mais Thomas, t'as clairement... Je vais balancer sous le bus. Oui. Ouais. Non, mais je disais rien parce que je suis d'accord. Tu peux répéter la dernière phrase, s'il te plaît? J'ai eu une absence. Si, j'ai écouté, mais... Non, mais il fait ça, c'est le couple marié, tu sais, il écoute même plus. Coupure internet, ouais, vous ça. Avez figé pendant un instant. En vrai, ça marche pas. Non, je sais plus. Ouais, je disais que c'était un cumul d'erreurs. Un cumul d'erreurs de pas avoir commencé par le service avant le software, un cumul d'erreurs de pas avoir d'avoir adressé peut-être des trop gros trop vite, d'avoir pivoté trop de fois et tout ce cumul d'erreurs fait qu'on s'est retrouvé dans une impasse. Ouais, et alors ça c'est un point intéressant parce que justement il y a moi c'est un des modèles que je trouve intéressant aujourd'hui. Alors il y a deux idées. Le modèle qui consiste à faire incuber une startup, une idée adossée à une structure déjà existante. Aujourd'hui on a soit des entreprises qui sont déjà implantées et qui regardent finalement leur rentabilité avec on va dire un taux d'investissement de R&D, d'innovation finalement très faible, ou alors complètement l'inverse, des startups qui sont à 200% en innovation et en investissement R&D avec finalement très peu de rentrée ou de chiffre d'affaires ou même de rentabilité. Et en fait, un modèle hybride où on est capable d'adosser une start-up par proximité, des adossements stratégiques où tiens, en fait, cette start-up, elle travaille dans tel domaine. Si on l'adosse à telle autre entreprise qui bénéficie d'aide ou peu importe, hein, mais on a un modèle hybride qui, je pense, est plus robuste et plus capable de porter de l'innovation sur le marché à plus long terme. Et ça rejoint un peu ce que disait Thomas. Hein. C'est qu'on a eu finalement cette révélation malheureusement un peu tardive, mais qui a montré justement un vrai potentiel sur la fin. Cette capacité à délivrer du service outillé, de pouvoir s'adosser avec d'autres acteurs, c'est aussi de ça dont a besoin les startups. Justement d'offrir, parce que c'est un peu ça, là, vous aviez un super logiciel qui vous offrait un avantage concurrentiel et d'arriver. Et donc, j'en comprends aussi, soit de l'utiliser dans la structure de défense, ça aurait pu être le service appuyé par votre logiciel, ou littéralement d'aller avec d'autres fournisseurs, puis que eux fassent la promotion ou l'utilisation de vos services de façon indirecte, là, ou de façon à ce qu'ils viennent, comme tu mentionnes, adosser et donnent la légitimité au logiciel que vous avez développé. Là. Non, mais pour ça, fallait convaincre aussi. Hein. Enfin, tu sais, dans le sens où, imaginons, on recommence from scratch là, les entreprises. Si jamais nous, on propose nos services via les différents canaux qu'il peut y avoir avec notre logiciel, je pense, je me trompe peut-être, hein, je pense que c'est plus facile de décrocher des petits contrats à droite à gauche que d'aller voir des grosses entreprises en disant regardez, vous pouvez vendre notre service
parce que on est moins cher et du coup ça veut dire que ils s'engagent à mettre leur marque à associer leur marque à la nôtre alors qu'ils nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et ils se disent ouais, ok, je te connais, on a déjà bossé ensemble il y a longtemps, mais qu'est-ce qui me dit que ça va être mieux, ça va être plus performant et mon image de marque derrière peut en pâtir si jamais vous êtes nul, quoi. Donc je pense que les entreprises peuvent être frileuses si jamais on recommence depuis le début. Je sais pas, après c'est un avis complètement perso, hein, mais C'est un peu l'objectif des avoir des avis, comme c'est quand même votre expérience. Puis chaque expérience est unique aussi, là, ce que vous avez vécu est propre à vous deux. Là. Vous êtes justement mentionné comme vous êtes un vieux couple. Et effectivement, cette proximité entrepreneuriale, ça mène dans des zones beaucoup plus intenses aussi. Et de justement, si on revient sur le volet un peu plus personnel, comment le couple que vous êtes a vécu à travers ça? Mentionner que là, au début, non, parce que tu répares le tumulte ou tu es en train de, ça fait pas d'effet, mais une fois que la tempête et vous êtes arrivé sur la plage, comment ça se passe pour vous deux? Déjà, on arrive sur la même plage en même temps. Donc, c'est ça. Rien que ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on sait pas, voilà, on n'a pas, même s'il y a eu des passages très compliqués, en fait, on est là aujourd'hui, on est là tous les deux, et je pense que c'est aussi ça qui importe, parce que si demain il y a une autre connerie à faire, potentiellement, on sera deux à la faire. Mais c'est ça aussi qui est important, c'est que il y a des valeurs humaines, et on a cofondé Defense avec Thomas parce que on s'entend, et c'est pas parce que Defense disparaît que on s'entend pas. Donc on a réussi en tout cas à préserver ça malgré tout, quoi. Après, ça aurait pu être le cas. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est le cas, où soit il y en a un qui part avant et du coup qui laisse le capitaine couler avec son bateau. Nous, on était plusieurs capitaines et on a tous coulé ensemble et on est resté les bras, on est resté soudés. Et ce qui a fait aussi peut-être le lien et qui a gardé aussi l'amitié intense qu'on a toujours maintenant, et se dire on a essayé, on peut avoir aucun regret sur le fait on a donné tout ce qu'on avait, ça a pas marché. S'il y a une autre bêtise à faire plus tard, comme tu dis, François, peut-être qu'on la refera ensemble, parce qu'on a vu que ça fonctionnait, le travail ensemble. On a vu que on se lâchait pas mutuellement à la première difficulté ou à la centième, et que même si c'était difficile, il y avait personne qui tournait le dos à l'autre, malgré les difficultés personnelles, financières, retrouver du taf. Toute cette complexité qui est arrivée en fin d'année dernière. Et en partant de là, parce que vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, qu'est-ce que vous referiez de la même façon et qu'est-ce que vous ne referiez pas de la même façon, étant donné que vous avez appris beaucoup de choses dans cette expérience-là? Alors, moi, il y a une question que j'ai toujours gardée en tête. Et après, la difficulté, c'est d'y répondre le plus sincèrement possible à soi-même. Mais par rapport à ce qu'on a fait et les choix qu'on a pris à un instant donné, je vois pas il n'y a pas un moment donné où on s'est menti à nous-mêmes, où on s'est dit tiens, en fait ouais, on va faire ça, et en fait non, en pensant l'inverse. C'est tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a décidé, on l'a décidé et on l'a acté et on l'a fait. Et rien que ça, par rapport aux informations, à la connaissance, à l'expérience qu'on avait à ce moment-là, ça reste des bonnes décisions. L'avenir nous prouve que voilà, c'était pas les bonnes, mais dans le moment où on y était, c'était ce qu'on avait de mieux à faire. Donc ça, rien que ça, c'est déjà beaucoup. De pas avoir entre guillemets de regrets, hein. Ça veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreur, mais au moins on sait que quand on avait pris ces décisions, c'était les meilleures à ce moment-là. Pour reprendre ne serait-ce que l'exemple du service, hein, on s'était posé la question de démarrer plutôt sur une démarche de service plutôt que de deep tech. Et en fait, à ce moment-là, on a essayé de monter un business plan et de démarrer cette activité qui, on savait pas trop comment faire. À ce moment-là, c'était un peu compliqué. Par contre, la vision, le déroulé, la roadmap de comment on va
porter cette idée, la développer, aller chercher les différentes étapes de financement, tout ça, ça semblait beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Si si aujourd'hui je devais refaire en partant du même constat, ce serait quelque chose de complètement différent. Je pense quelque chose de plus pragmatique, mesuré en termes de traction, parce que le but c'est aussi ça, hein, c'est comment est-ce qu'on crée cette traction et aller chercher justement des ancrages auprès du marché qui seraient complètement différentes que du financement entre guillemets. Et toi, Thomas, comment tu verrais dans le fond, l'effet des leçons apprises sur ce qui est bon et moins bon? Ouais, après, comme dit François, hein, l'effet papillon, ça marche pas, hein. De revenir en arrière et changer les choses, je pense que ça fera que notre échange aujourd'hui pourrait être complètement différent, mais on n'aura pas la même expérience, les mêmes erreurs qu'on a pu produire qui feront que potentiellement de prochains projets seront différents. Moi, le côté service, effectivement, je pense que c'était une bonne idée, mais on l'a su qu'après, en fait. Donc maintenant on se rend compte que on aurait peut-être dû faire comme ça. Mais comme le dit François, encore une fois, on avait l'intime conviction que nos choix étaient les bons. On s'est rendu compte après que c'était pas tout le temps le cas, mais au moins on l'a fait en étant persuadé qu'on faisait les bons choix au moment T, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de créer notre projet, de créer l'entreprise, de lever des fonds et d'avancer ensemble. Donc y a rien à refaire. Faut juste faire la même chose avec l'expérience qu'il y a en plus. Et si jamais je dois refaire les choses, je pense que l'accompagnement, encore une fois, qu'on a eu, la chance qu'on a eu, ça, j'irai me tourner vers les mêmes personnes et peut-être essayer de se dire aussi, c'est pas parce qu'on lève des fonds qu'il faut pas comment dire. En gros, c'est rien n'est jamais acquis. C'est pas parce qu'on lève des fonds avec des gens qui connaissent la cyber ou qui sont des acteurs de la cybersécurité que ça veut dire qu'on va avoir des clients en cybersécurité, tout simplement. Et je pense que ça, moi j'y ai cru, c'était faux. C'est pas parce que on a des accompagnements ou on a des petites tapes dans le dos de gens qui connaissent la cybersécurité qu'on va vendre aux des gens qui font de la cybersécurité, parce que ça aussi c'est faux. Et rien n'est jamais acquis, il faut continuer de travailler, il faut continuer de pas faire du forcing, mais d'aller voir des gens, de se faire voir, de se faire connaître. Et c'est ça peut-être la chose que moi j'ai dû mal faire, ou en tout cas que je ferais différemment si jamais il y avait autre chose à faire. Ouais, c'est dans la perspective où on ne refait pas le passé parce qu'il est en arrière. Puis justement, c'est très bien que vous ayez aucun regret par rapport à cette situation. Puis c'est probablement la pire chose d'avoir des regrets dans une situation, que vous avez pris des décisions et que vous vivez bien, même si ces décisions-là n'ont pas mené à un succès, que vous vivez bien avec ces décisions-là. Puis c'est une façon, à mon sens, très saine de passer à travers. Puis je pense que ça facilite le chemin pour vous autres. Mais en même temps, quand on est entrepreneur, une fois, on est entrepreneur pour la vie. Et de ces éléments-là, quels sont ces enseignements-là que vous allez projeter plus tard si des nouvelles idées, j'imagine qu'il va y avoir des nouvelles idées qui vont émerger, pourraient se faire? Ou vous allez abandonner littéralement l'entrepreneuriat, puis non, ouais. C'est trop dur. C'est difficile d'arrêter. Enfin, quand on a essayé d'innover, quand on a essayé de trouver des idées, et quand on est porté, littéralement par un sujet qui nous transcende ou qui nous plaît, où on est persuadé qu'il y a vraiment un truc à faire, et qu'on essaie de persuader les gens, c'est grisant, c'est un peu addictif. Et s'arrêter du jour au lendemain, c'est très compliqué. Il y a un deuil à faire. Je parlais du décès, et pour une start-up, quand tu perds ça, et c'est un peu la même chose. Arrêter d'innover, arrêter d'entreprendre, il y a une forme de deuil à faire. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi. Il y a un truc qui est pas forcément explicable avec des mots, et que les entrepreneurs pourront comprendre et ont connu. Et moi, je suis dans cette phase-là, ouais, à me poser plein de questions, forcément. Se poser plein de questions, ouais, exactement. je pense que c'est
La c'est un remise en chemin. question est totale. Hein. Ouais, là, il y a une grosse remise en question et puis une découverte aussi, une redécouverte de ce qu'on veut faire, sait faire, puisque sur le chemin, ce faisant, on découvre et on apprend énormément de trucs qu'on peut pas et qu'on n'apprendrait pas par ailleurs. Donc c'est en fait en marchant, on a un sac à dos qui est un petit peu plus gros, on a de nouvelles affaires. On a découvert de nouveaux paysages. Maintenant, on nous dit, tiens, je te dépose ici. Ok, bon, qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, c'est un peu ce côté-là. Prendre un peu de temps pour la suite, ouais. Marcher jusqu'au prochain ravito en profitant du paysage. Ouais. Mais le moment actuel, de toute façon, c'est un moment de réparation aussi. Là, un peu vous mentionnez, quand on parle de deuil, ça se fait pas de façon instantanée. Et probablement de marcher un peu dans la nature est un peu revitalisant à certains égards sur qu'est-ce que vous vivez. Moi, j'ai fait un grand tour par rapport à mes questions. Il y a peut-être juste l'aspect du fait culturel français qui est difficile, puis ça, je l'avais abordé en off. Le fait d'être excellent ou de commencer avec ça, comment vous le vivez? Parce que d'un point de vue nord-américain, l'échec est une condition normale de l'entrepreneuriat, ce qui, de ce que j'en comprends, n'est pas tout à fait le paysage français, en l'occurrence. J'ai l'impression quand même que oui, t'as raison sur le fait que c'est pas exactement pareil. De ma perception, et en tout cas des retours ultra bienveillants et plein de gens qui ont tendu la main sans rien attendre derrière. Ils étaient nombreux et nombreuses et merci à eux et à elles. C'est la mentalité a changé, je trouve un peu. Enfin, après, j'étais pas entrepreneur avant, donc je peux pas comparer. Mais il y a pas de gens. Personne m'a dit en même temps c'est normal. Hein. Enfin, si jamais vous avez pris des risques, non, tout le monde était plutôt, en tout cas les gens que j'ai côtoyés étaient en mode franchement bravo pour ce que vous avez fait quoi. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Ça n'a pas abouti comme vous le vouliez, mais vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Et ça, je l'ai entendu énormément. Donc je me dis, est-ce que les mentalités en France ont changé ou juste est-ce que je suis entouré de bonnes personnes? On va dire les deux. Ben, c'est très heureux d'avoir ce retour-là parce que d'un point de vue de ma perception, c'est beaucoup plus coupe-gorge dans le milieu des startups français que celui du nord-américain, dans lequel on avait un espace différent pour émerger de ça. Fait que moi, ça me touche beaucoup, puis je trouve ça très heureux parce que c'est porteur d'avenir pour la France de pouvoir pivoter vers quelque chose qui favorise l'entrepreneuriat et justement qu'on n'est pas dans un contexte où les gens se font mal à travers ça et c'est encouragé. Il y a quand même beaucoup d'humains à travers ça, de la chaleur humaine. Mais toutes les personnes qu'on a rencontrées avaient une humanité et étaient prêtes à échanger. Hein. On parle du fonds d'investissement, c'est pas que des grands méchants financiers. Il y avait aussi une part d'humanité et ils nous ont fait confiance et ils ont dépensé des sous en nous faisant confiance sans nous connaître vraiment beaucoup. Donc il y a des paris que des gens font. Il y a forcément la région Bretagne et le Pool et toutes les les associations et qui nous ont accompagnés. C'est pareil, c'est on nous a beaucoup tendu la main, il y a eu beaucoup d'humanité dans ce projet, que ce soit pendant le projet, et malgré les erreurs et les difficultés, moi j'ai pas de rancœur et je me dis je suis content d'avoir vécu ça et même si on partira pas forcément en vacances avec tout le monde, c'est non mais faut le dire, il y a pas que des gens sympas non plus. Donc tu partirais en vacances avec certains. Ouais, je partirai en vacances avec certains. Punta Cana, bref. Mais non, mais globalement, c'est pour dire que il y a beaucoup d'humanité aussi dans le milieu des startups, en France, en Bretagne, et qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont fait confiance sans vraiment nous connaître, juste sur la base d'un projet, et juste pour ça, je suis reconnaissant. C'est vraiment magnifique. François, as-tu non, mais je vais pas gâcher sa phrase. T'es pas reconnaissant, tu veux le dire. Non, si, au contraire. Si, on a eu énormément de chance. Mais ça rejoint ce que disait Thomas et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je saurais pas dire pour les mentalités françaises si elles ont évolué ou pas. Mais j'ose croire, je suis quand même un peu optimiste que c'est le cas. Mais il y a aussi ce côté de s'entourer. Et c'est vrai que
c'est quand même beaucoup plus sain d'avoir dans notre entourage des gens avec qui on peut échanger, partager, avoir la confiance aussi. Et ça, c'est un des points les plus importants, avoir cet entourage-là qui nous soutient. Et effectivement, on oublie, hein, mais on finit par les connaître, par se connaître, et on a l'impression de s'être connus depuis très longtemps, alors qu'en fait non, il y a des gens qu'on a connus à peine au démarrage de l'aventure, sauf que c'est suffisamment intense pour avoir l'impression de les connaître depuis une vie, quoi. C'est la capsule dans Dragon Ball Z, en fait. On est resté une journée dedans et il s'est passé 7 ans dehors. Et en fin de compte, l'entrepreneuriat et le lien avec les autres entreprises, c'est un peu ça. On a créé des liens au moment des difficultés de l'entrepreneuriat, au moment des salons, et un salon égale 3 mois de travail ensemble, quoi, en fait. Parce qu'il y a des liens, parce qu'il y a des difficultés qu'on traverse, on se comprend, on parle le même langage, et ça lie, je pense. Moi, je trouve ça magnifique parce que ça défait un mythe qui est quand même très persistant de ce côté-là de l'Atlantique, de ce que vous relatez. Ça me rend très heureux de voir cet espace-là se créer. On a fait un bon tour, en tout cas de moi, ce que je concerne. Est-ce qu'il y a des aspects que vous aimeriez aborder que j'ai pas oublié de poser des questions ou ça m'est pas apparu? Non? Tu vas au FIC? Oui, je vais au FIC. On se verra là-bas. Mais c'est merveilleux. Et dans le fond, pour conclure, vous êtes rendus où maintenant? Vous deux, comment vous avez retombé sur vos pieds? Parce que la vraie vie revient quand même. Ça fait quoi de revenir dans la vraie vie? Puis c'est quoi, justement, où vous vous situez à l'heure actuelle de cette vraie vie-là? Écoute, en ce qui me concerne, je disais que je prenais le temps. Là, j'ai lancé une activité d'indépendant, tout simplement. Avoir cette liberté de choisir et de chercher mes projets. Il y a encore, on va dire, ce petit côté entrepreneurial, pour me permettre de me poser et de retrouver finalement mes moteurs internes. Je pense que rien que ça, j'ai pas eu le temps de faire ça après la fin de l'activité, et du coup, je pense que c'est bien que je le fasse et j'en avais besoin. Et là, ce que je fais, c'est vraiment de l'activité centrée autour de la réponse incident, threat hunting et tout ce qui va être forensique. Et voilà, donc ça, c'est des sujets, à force de prendre un peu de temps pour moi, j'ai découvert que c'était ça mon moteur. C'est quelque chose que j'aime faire dans toutes ces dimensions, et j'explore ça à titre indépendant. On peut pas faire comme sur YouTube. Le lien en description. On peut faire ce genre de choses-là, mais je mettrai ça dans les show notes si besoin. Là. Mais de toute façon, c'est la référence, parce qu'il y a eu des blagues qui se sont échangées sur la conversation LinkedIn qui est associée à la matérialisation de cet épisode-là. Justement, vous êtes taquinés un peu entre les deux là, dans la conversation sur justement l'activité de François. Toi, Thomas, comment tu au lieu de faire des... Ouais. Moi, j'ai encore des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont tendu la main. J'ai beaucoup de chance, mine de rien. Donc, je suis parti, je suis au centre d'excellence cyber de EDF en tant que product owner. Donc, je m'occupe de la partie logicielle, mais du coup, de l'autre côté maintenant. Je comprends aussi. C'est toi qui accompagne d'autres personnes qui ont des bonnes idées, et tu partages essentiellement tes blessures de guerre. Je récolte les idées et je vois si jamais il y a un intérêt ou pas. C'est pour ça que je dis je suis de l'autre côté, de voir 10 startups par jour. J'exagère, mais je vois un peu maintenant l'autre côté du miroir. Ah, c'est super. Je vous remercie énormément de ce partage-là. Clairement, tu as ouvert la porte pour le fixe et effectivement, on va s'y recroiser là. C'est toujours un plaisir de vous parler parce que on voit de toute cette humanité-là, pour reprendre les termes qu'on a parlé depuis tantôt. J'espère que ce partage-là va amener des réflexions chez les gens qui veulent démarrer justement une start-up en Europe ou en France, et de bénéficier de votre partage pour peut-être éviter quelques erreurs qui vous ont malheureusement amené à fermer les activités. Mais bref, je vous remercie énormément. C'est très, très précieux ce que vous venez de partager.
Merci à toi. Merci à toi. Merci Nicolas.